Bonjour chers amis de BNU TV et merci d'être avec nous pour ce tout rendez-vous des questions de l'actualité. Nous allons évoquer comme d'habitude les grandes questions de l'actualité ivoirienne et pour nous édifier, nous sommes avec le professeur Michel Gali. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'honorer nos téléspectateurs. Pour certains qui ne vous connaissent pas, je disais tantôt que je vais lire une présentation telle que je l'ai vue tout à l'heure dans un moteur de recherche. Et cette présentation dit « Michel Gali est un blanc qui connaît l'Afrique subsaharienne comme sa poche. » Mais c'est aussi un anthropologue, un politologue, presque inconnu au bataillon médiatique. C'est ce que j'ai lu. Et ça s'explique selon les écrits. Et parce que comment résumer un CV qui commence à Toulouse, dans le sud de la France, et qui poursuit sa route en Amérique latine, puis en Afrique du Nord, puis en Côte d'Ivoire, où il pose ses armes et bagages pendant 7 ans. Son arme, c'est l'investigation sociologique, mise au service du journalisme pendant de nombreuses années. Et puis de l'enseignement, notamment des relations internationales à Saint-Cyr, à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, et à l'école des hautes études en sciences sociales. C'est bien ça, ce portrait en sol majeur, vous pourrez le compléter pour ceux qui veulent savoir en lisant au fond de votre livre son article « La Côte d'Ivoire vers le syndrome centrafricain » et son livre paru aux éditions La Découverte, La guerre au Mali. Exactement. C'est bien vous? C'est moi en partie. Et pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez choisi la date du 11 avril pour nous recevoir? Oui, je dois dire que je vous remercie, ne pouvant aller pour des raisons personnelles ni à Strasbourg ni à La Haye, comme certains me l'ont suggéré d'ailleurs. Je pense qu'une intervention, c'est un peu le rôle des intellectuels, d'être un peu en retrait mais dans la réflexion et peut-être dans les médias. C'est ce qu'on n'a pas fait assez de 2000 à 2011 et parfois on peut le regretter, c'est d'intervenir au moins de manière symbolique et politique via des médias comme le vôtre. Et je vous en remercie. J'aurais voulu que nos lecteurs sachent de vous, que nos auditeurs sachent de vous, par exemple. Bon, c'est que, effectivement, je suis arrivé dans votre pays, en Côte d'Ivoire, vers 1986. Je faisais une thèse avec Georges Ballandier sur les avicams de Grand Laou. Et ensuite, pendant 7 ans, j'ai pu un peu sillonner comme sociologue ou sur des projets de développement votre pays. Et puis, curieusement, j'ai eu des ouvertures dans votre domaine, du côté journalistique, notamment pour le monde diplomatique, visiter un peu ou travailler en Afrique de l'Ouest et puis en Afrique centrale, avant de revenir et de continuer à faire des va-et-vient en Afrique. Et donc, ce sont cette année qui vous valent le sobriquet de spécialiste des questions ivoiriennes? Bon, vous savez, ça c'est un peu galvaudé, hein, ces histoires de spécialistes, mais c'est vrai que ça fait 20 ou 30 ans que je travaille sur l'Afrique subsaharienne et après 7 ans et des allées-venues sur la Côte d'Ivoire, donc disons que je connais mieux que par exemple un militaire qui reste dans un camp ou qui fait une expédition et qui revient, ou même un diplomate, je parle évidemment des Occidentaux, des Français en particulier. Justement, dans une de vos publications, vous disiez depuis 2011 que depuis 2011, la Côte d'Ivoire est retourner 50 ans en arrière, vous l'aviez dit. Ben oui, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, 6 ans après 2011... oui, ça fait 56 ans en arrière alors. Non, mais on y parle de croissance à 2 chiffres, oui, d'émergence dans moins de 3 ans. Est-ce que, avec toutes ces données qu'on entend, on ne pourrait pas dire que votre analyse était beaucoup plus partisan qu'objective? Si vous voulez, bon, il y a deux choses. D'une part, cette croissance est en grande partie basée sur l'endettement. Et d'autre part, j'en discutais, y compris avec des coopérants français qui sont à l'Agence française de développement, dans les ministères. Quand vous avez une croissance soi-disant à 2 chiffres et que les populations s'appauvrissent, que les nordistes même disent Gbagbo Kafissa, c'était mieux sous Gbagbo, c'est que c'est simple. Où va l'argent? Où va l'argent? L'argent, il va dans les poches de ceux qui sont au pouvoir. Il y a des détournements massifs qui expliquent l'endettement et cette fausse croissance qu'on oppose classiquement à un vrai développement qui a failli avoir lieu et qui s'est arrêté en avril 2011. Vous maintenez l'idée de ce que la Côte d'Ivoire a vraiment reculé depuis 2011? Elle a reculé démocratiquement, de manière certaine.
Il y a eu par contre un appui massif des institutions internationales sous égide français. Et il y a eu des décaissements massifs du côté français, notamment avant chaque élection, pour conforter le régime Ouattara. C'est particulièrement évident. Mais des décaissements et une aide sans contrôle, de sorte que ça profite à une petite minorité, non seulement politique, mais quasiment ethnique, puisqu'on a parlé, mon collègue Dédi Seri notamment a écrit un livre très bien sur le rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. Ça profite, chacun le sait, aux nordistes, au Dioula, voire aux Malinké de l'entourage de Ouattara, bien que ce soit une optique, disons, un peu grosso modo, puisqu'il y a des ressortissants du Nord dans tous les partis, notamment au FPI, c'est bien connu. Nous sommes en plein en Côte d'Ivoire et vous savez que l'une des actualités qui marque aujourd'hui la vie politique là-bas, je dirais même la vie judiciaire aussi, c'est l'acquittement de l'épouse du président Laurent Gbagbo. Quel est votre commentaire sur cet acquittement de l'ex-première dame? D'abord, quoi qu'on dise, c'était quand même très inattendu, puisque certains avaient déjà d'ailleurs publié sur sa condamnation à perpétuité, et dans le droit fil de la condamnation précédente de 20 ans de prison qui court encore, d'autant plus que c'est une justice de vainqueurs, une justice truquée, et notamment dans les jurys. Le jury, puisque c'est censé être un jury populaire, en fait il est composé encore une fois de 95% à peu près de nordistes, de Dioula, de partisans de Ouattara, et que les juges aussi sont quelque part aux ordres. Donc à partir de là, toutes les interprétations sont possibles, mais moi je me demande s'il n'y a pas une volonté du pouvoir de donner un signe d'apaisement relatif, puisque Simone Gbagbo, à cause de sa première condamnation, est toujours en prison, dans le contexte incertain des élections françaises. C'est tant mieux alors. Oui, c'est tant mieux. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, j'étais un des premiers à le publier, mais c'est une question de logique, c'est que Laurent Gbagbo et dans une certaine mesure Blé Goudet, le ministre Blé Goudet, sont inculpés à La Haye sur le même chef d'accusation, puisque contre Simone Gbagbo, le chef d'accusation était en quelque sorte maximal, c'était crime contre l'humanité et crime de guerre. Donc, si elle est absoute par une justice ivoirienne, logiquement, le président et son ministre devaient être acquittés et le procès devrait s'arrêter. Malheureusement, comme nous le savons tous, la Cour pénale internationale est régie par une logique politique et non pas judiciaire. Mais il y a des organisations internationales comme Human Rights qui parlent de reprendre le procès, qui appellent le CPI, la CPI du moins à reprendre ce procès. C'est Human Rights Watch auquel vous faites allusion. Moi, j'ai écrit un article dans le temps, l'honneur perdu du Human Rights Watch. Ça a été sous l'influence, ils sont financés par George Soros, donc on en sent tous sur le rôle néfaste au point de vue des relations internationales. Et ils ont mis jusqu'à 100 millions de dollars pendant la crise pour au fond descendre le régime de Laurent Gbagbo et promouvoir l'image et les intérêts de Ouattara. Donc s'il y a une organisation qui n'est pas crédible, c'est Human Rights Watch. Deuxièmement, vous avez la Ligue des droits de l'homme. Ils ont eu, sous l'influence d'un pseudo-politologue français du nom de Florent Angel, le directeur Afrique, ils ont dit une chose ignoble, c'est que le massacre, voire le génocide de Koué, où fin mars 2011, il y a eu plus de 1000 guérés qui ont été exterminés. Ils ont dit que c'était une guerre tribale et que c'était au fond un match nul entre Dioula et Guéré. Donc il reste Amnesty International et je les ai vus encore très récemment. Croyez-moi, Amnesty International, c'est vrai qu'ils sont favorables à la Cour pénale internationale, mais ils trouvent qu'autant à La Haye qu'à Abidjan, les procès sont truqués et ce sont ce qu'on appelle la justice de vainqueur, c'est-à-dire ils sont complètement biaisés par le pouvoir en place. En ce moment, comme de manière régulière les 6 dernières années, il y a une mission de la Cour pénale internationale à Abidjan et la logique voudrait qu'au moins des chefs de guerre ou des hommes de main comme Adama Ouremi qui a eu un rôle clé dans les massacres d'Ouékoué dont on vient de parler, soient inculpés à leur tour. Mais en fait, malgré les promesses du président, de Ouattara, il n'y a eu aucun suivi, il n'y a eu aucune inculpation dans son camp. Et les mutineries récentes l'ont bien montré, parce que ce sont ces gens-là qui le soutiennent. Et sans eux, en quelque sorte, le roi est nu et son pouvoir tombe. Ok, nous sommes toujours sur les questions de l'actualité. La justice en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'interpellation et l'incarcération de Sam l'Africain. Tout à fait. Pour xénophobie. Oui, alors vous avez bien suivi comme tout le monde, il a dit une phrase assez, d'ailleurs dans son style assez amusante à un certain degré, c'est que
il est ivoirien comme Ouattara, c'est-à-dire ils ont des papiers, bien qu'ils ont une origine exogène en quelque sorte. Bon. Voilà. Mais en fait, moi je me demande justement qu'est-ce que fait Bensouda, que fait la Cour pénale internationale dans son ensemble. Elle est censée protéger les témoins, avant, pendant et après. Or, ça a été un témoin clé et il se retrouve en prison. Il devrait y avoir au moins des protestations, non seulement de la CPI, mais de la diplomatie internationale. On voit qu'il n'en est rien et on voit donc que c'est effectivement, encore une fois, la justice des vainqueurs du régime qui incarcère sans motif, comme ils ont incarcéré d'anciens ministres et 200 prisonniers politiques. Est-ce que vous dites que son interpellation est liée à sa présence hier à la CPI? Effectivement, oui, c'est ce que je veux dire. Ça a été l'élément déclencheur, sa déclaration, qui est au fond le secret de Polichinelle et les origines burkinabé de Ouattara. Mais en fait, ça, si on est inculpé, il y aurait les 3/4 ou des dizaines de millions d'Ivoiriens et d'autres Africains qui le seraient. Donc ça a été, vous vous souvenez, cette déclaration, beaucoup, et moi-même au début, on pensait que c'était vraiment un témoin à charge, et puis en plein procès, théâtre, coup de théâtre, il a désigné le président de la main en disant « cet homme n'est pas un criminel, au contraire, il a toujours été pour la paix, etc. » Et donc c'est ce que le régime lui fait payer en profondeur, effectivement. Vous allez souvent voir le président? Bon, peut-être pas autant que je voudrais et autant que je pourrais, mais c'est vrai que le peu où je l'ai vu, les quelques fois où je l'ai vu, ce qui m'a frappé, vous voyez, c'est au fond, au-delà du politique, au-delà de ses réseaux familiaux ou personnels, c'est que c'est un intellectuel qui a l'esprit toujours actif, vous voyez. Non seulement il suit bien sûr le procès, non seulement il réfléchit, il écrit, hein, ça c'est pas un secret, mais il lit, hein, donc avec lui on a pu évoquer autant la presse française qu'africaine ou ivoirienne, que des livres sérieux, des réflexions sociologiques, politiques, et je crois que savoir qu'il lit beaucoup de biographies, que des romans dont moi-même je n'avais pas entendu parler, et donc que des journaux, des parutions d'actualité qui suivent de près. Alors tant sur le plan ivoirien, africain et français, comme beaucoup d'hommes politiques, il est au courant de tout, mais sur le plan intellectuel des idées, il se tient au courant, il est toujours actif, si ce n'est peut-être plus actif maintenant qu'il a beaucoup de temps. Ah d'accord, ok, merci de ce témoignage. Nous sommes bientôt 38e témoin et ils se succèdent, ils avancent les preuves. Vous, qui êtes un observateur avisé, quand vous suivez tout ça, qu'est-ce que si vous voulez, si c'était pas tragique toute cette histoire, je dirais que c'est un comique à répétition. Il n'y a qu'à voir la tête du procureur adjoint McDonald quand son témoin, à commencer par Sam, lui claque les doigts en quelque sorte, se trouve passer de témoin favorable à l'accusation à témoin hostile, donc il passe du côté de la défense, pour voir que, bon, cette répétition, si c'était qu'un, mais la répétition, aucun témoin n'a réussi au fond, via l'accusation, à charger le président Gbagbo. Donc, en bonne logique, le procès devrait au moins, le juge l'a évoqué plusieurs fois, se raccourcir. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de 100 témoins? Puisque pour le moment, je vous rappelle, on est au témoin d'accusation. Il devrait y avoir 100 témoins de la défense. Est-ce vraiment nécessaire? Je pense que le juge Tarfusser, il y a plusieurs reprises, on a compris le schéma, on a compris l'inanité du schéma de l'accusation, de cette politique de soi-disant extermination des nordistes, des pro-Ouattara, déclinée en plan commun. Et je vous rappelle, si ça vous intéresse, ce que j'ai montré dans un texte, ce modèle, ce schéma d'accusation vient du Rwanda, qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, puisqu'au Rwanda, il y a eu vraiment un génocide, et ça n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire. Et pour l'anecdote, je suis sûr que ça va vous intéresser, quand j'ai présenté cette analyse il y a quelques mois en Italie, la veille de partir voir vos compatriotes en Italie, j'ai découvert que le procureur adjoint du tribunal du Rwanda n'était autre que Fatou Bensouda. Donc, à travers les schémas, c'est des hommes, en l'occurrence des femmes, qui transportent, vous voyez, ces schémas d'accusation de manière un peu mécanique et complètement inadaptée. Parce que là, ce n'est pas violer un secret, parce qu'il a dit à plusieurs reprises, l'avocat du président m'a expliqué en quelque sorte que plus l'accusation, c'est-à-dire Fatou Bensouda, le procureur John McDonald et autres, plaçait la barre haute, comme pour Simone Gbagbo, accuser le président de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre,
plus c'était facile, vous voyez, pour la défense de prouver l'inanité, la fausseté de ces accusations. Donc Maître Altit là-dessus était très optimiste, avec toujours le bémol que ce dont on parle, c'est une logique juridique, d'une justice équitable, et que malheureusement la Cour pénale internationale est dans une logique politique. D'accord. Et les témoins du camp de la défense de Laurent Gbagbo, ils sont prêts? Bon, vous savez, c'est un secret, donc les listes sont secrètes. Vous et moi, on ne sait pas quel sera le prochain témoin de l'accusation, même si on parle du général Mangou ou d'autres. Mais pour la défense, c'est pareil, hein. Donc on peut tout imaginer, y compris des témoins d'ailleurs occidentaux, hein, ivoiriens bien sûr. Mais pour le moment, en tout cas, on ne peut pas le révéler, même si on le sait. D'accord, ok. Et justement, tout à l'heure, vous parliez des soutiens du président Laurent Gbagbo. Il se trouve que justement, cette affaire de soutien lui a été préjudiciable dans sa mise en liberté, pour sa mise en liberté. Effectivement, vous avez deux juges qui sont contre sa libération et il paraîtrait, ça a été confirmé par les avocats, hein, que le juge Tarfusser, Kono Tarfusser, serait favorable à une libération provisoire, soit dans un pays africain, soit dans un pays occidental proche de la Cour pénale internationale, pour des questions évidemment de procès qui se continueraient. Oui, mais justement, est-ce que la raison évoquée justement pour refuser les soutiens maximaux, est-ce que c'est une raison judiciaire assez valable? Non, c'est absolument pas valable parce que, par exemple, si on prend le parallèle de Jean-Pierre Biemba qui a été condamné, il a effectivement des partisans. Il a des partisans non seulement au Congo-Kinshasa, mais à Bruxelles, mais en Europe. Ils ne sont pas actifs comme ceux de Laurent Gbagbo. Ils ne sont pas aussi actifs, ça vous avez tout à fait raison. Mais enfin, ça prouve au contraire la justesse, quelque part, vous voyez, de la défense de Laurent Gbagbo. C'est qu'il est immensément populaire et il l'était bien évidemment encore au plus, peut-être, au moment de l'élection. Enfin, évidemment, il peut y avoir encore de nouvelles élections, mais il était certainement, et il avait certainement d'ailleurs la majorité aux élections présidentielles. Donc on ne peut pas empêcher non seulement ses partisans, mais quelque part tout un peuple. Et on l'a vu pour la pétition en faveur de sa libération, dont j'étais le responsable en France d'ailleurs, quand on est arrivé à 22 millions. C'est pas possible que ce soit des Ivoiriens. Donc il y a évidemment d'autres Africains, au Burkina, au Cameroun, au Congo, mais en Europe aussi, et y compris des Occidentaux ou des Français comme moi, bien sûr. Et donc, il y a, pour la première fois, je disais, un leader politique africain, ivoirien, qui s'est transformé en une sorte d'icône, hein, un peu comme Sankara ou Lumumba, une autre génération, et même transcontinentale. Donc, voilà l'exploit qu'ont fait le clan Ouattara et ses protecteurs français, et même la Cour pénale internationale. C'est en quelque sorte transformer Laurent Gbagbo à une sorte de héros, hein, panafricain et même transcontinental. Donc ça, votre président a dit qu'il était là pour des motifs politiques et qu'il en sortira par la politique. C'est au contraire ce qu'il faut accentuer, cette mobilisation qui est multiforme, qui passe par des médias qui sont nés comme le vôtre, hein, par la presse, par des mobilisations internationales, et effectivement, quand il va y avoir à Strasbourg le 11 et à La Haye le 15, par la mobilisation de votre diaspora et même au-delà. Ok, justement, vous parlez de soutien politique. Au niveau national, certains de ses camarades ont souhaité le voir à la tête du FPI, ce qui est, même si la question divise un peu son parti politique. C'est un euphémisme, oui. Oui, mais est-ce que vous croyez que c'était tactique, c'était vraiment indispensable? Oui, mais tout le monde a suivi le contexte. Tout le monde a vu, pour être clair, comment François Hollande, en un quart d'heure ou presque, a retourné Pascal Affinguessan et l'a convaincu, au fond, de prendre le pouvoir, ce qui a échoué au sein du Front populaire ivoirien. Donc c'est dans ce contexte. Sans ça, effectivement, Laurent Gbagbo n'avait peut-être pas vocation depuis La Haye de prendre la direction du parti, qui est en quelque sorte honorifique, puisque tout le monde sait que c'est Sangaré et son entourage, comme des amis à moi comme Laurent Hakoun ou des collègues à moi comme Dédi Seri par exemple, qui sont, parce que comme je dis, un parti c'est un intellectuel collectif. Hein, voilà. Un de mes correspondants par les réseaux sociaux me disait le stratège est à La Haye. Oui, c'est vrai, mais en même temps, le stratège c'est un intellectuel collectif. Il y a des réflexions, comme il y a eu récemment, je crois, à Abidjan ou à Bassam. Et donc, dans une dimension d'ailleurs, encore une fois, transcontinentale, on peut apporter notre grain de sel, nos opinions, nos analyses, et ensuite il y a des interactions.
Donc c'est comme ça que je vois un peu le contexte de son élection. Oui, justement, et pour vous qui êtes très régulièrement le président Laurent Gbagbo, si vous aviez quelque chose à dire, notamment au président Pascal Affi-N'Guessan, qui est en ce moment tourné dans une partie de la Côte d'Ivoire et dont les propos sont appelés à approfondir un tout petit peu encore la crise au sein de ce parti. Si vous était donné de vous adresser à lui, qu'est-ce que vous auriez dit? Je ne sais pas d'ailleurs si je m'adresserai à lui ou si je le serrerai la main, parce que Sazad Mécha, il représente qui? Peut-être que lui-même. On a vu qu'il a fait à peu près 9% d'une participation de 15% environ, ça fait quoi? 1%. Donc lui-même, quoi qu'il en dise, sans le nom de Laurent Gbagbo, sans son parti, il ne représente pas grand-chose, si vous voulez. Alors ceux qui prêchent, ou plutôt ceux qui font du prêchi-prêcha de réconciliation, ils oublient quelque chose. Moi j'ai bien connu le ministre Assouadou, j'ai moins connu Hubert Oulaye, mais il est vrai que l'un et l'autre, c'est Pascal Affi-N'Guessan qui les a fait envoyer en détention. D'après ce que je sais, Assouadou à ce moment est au camp pénal de Bouaké en mauvaise santé, au point de vue par exemple des yeux et des conditions de détention. J'ai évoqué son cas avec Amnesty International qui fait quelque chose pour lui, mais si vous voulez, Hubert Oulaye n'est pas tout jeune, il est à Dabou, dans d'assez bonnes conditions, mais enfin ça c'est quelque part c'est impardonnable si vous voulez. Donc moi je n'ai pas à prêcher le pardon ni la réconciliation tant que non seulement ces hauts dignitaires, ces ministres, ces intellectuels que j'ai connus sont en prison, mais il y a encore 220 prisonniers politiques. Donc commençons par les libérer et après on pourra s'asseoir et parler comme disait votre président. Ok, merci bien. L'actualité ivoirienne, peut-être que ce n'est pas direct, mais c'est aussi les élections en France. Tout à fait. Bientôt les élections en France, vous avez lu un peu le programme des différents candidats et les questions africaines dans tout ça, comment est-ce que vous percevez la place de l'Afrique pour chacun des candidats, enfin pour ceux que vous si pouvez vous voulez, évoquer? Il y a toute une histoire de la France-Afrique et la France-Ivoire, si je veux dire, la France et la Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit, bon c'est bien, on va manifester à Strasbourg à La Haye, mais moi j'ai toujours dit, les clés du cachot, elles sont à l'Élysée. Donc malheureusement, la France-Afrique c'est ça, une continuité entre la droite et la soi-disant gauche de gouvernement, c'est-à-dire de Chirac à Sarkozy à Hollande. Donc, malgré certaines nuances, vous voyez, il y a toujours la même attitude. Et je me souviendrai toujours en avril 2011, il fallait du courage pour le dire, Mélenchon, qui n'avait pas son parti sur l'influence qu'il a maintenant, a dit, écoutez, à un moment, il a dit aux journalistes à la télévision, il y a des choix à faire. Et le choix, c'est d'être du côté des massacreurs, il parlait d'avril 2011, ou de l'autre côté. Il a dit lui-même, ce qui est légèrement exagéré, voire un peu méridional, que s'il était élu, il irait chercher Laurent Gbagbo à La Haye pour le libérer. Et je pense que c'est le seul qui prenne son parti dans tous les sens du terme. Ça dit que vous avez fait votre choix en ce qui vous concerne? Tout à fait. Mais les dans autres ce candidats contexte, ont aussi quand même ils ont des programmes, des visions pour l'Afrique. qu'est-ce que je peux dire par exemple d'un François Fillon qui participait au Conseil de guerre au moment des bombardements et de ce que j'appelais le coup d'État franco-onusien en avril 2011? Je peux en dire que du mal. Alors ceux qui ont d'illusions pour le Front National, c'est exactement la chose. Des Africains qui votent Marine, mais les bras m'en tombent. Si vous voulez marquer votre président du côté des dictateurs, des régimes autoritaires, votez Front National. Ils ont autant d'illusions qu'ils ont eu jusqu'à hier ou avant-hier sur Donald Trump. Quel que soit le discours, il y a une histoire. Le Front National, c'est l'extrême droite. Le père de Marine Le Pen, ça a été un officier parachutiste qui a torturé en Algérie. Il n'a jamais renié ça, si vous voulez. C'est le parti des colons, quelque part. Bon, la droite avec Fillon, je viens d'en parler. Et la gauche du gouvernement, par exemple, que ce soit Macron, Hamon et compagnie, voilà, on a vu ce que c'était à travers Hollande. Il ne faut pas juger les individus, mais il faut juger les sensibilités politiques et les partis dans une histoire de longue durée. Nous sommes quasiment au thème de notre émission, mais pour le politologue que vous êtes, l'actualité ivoirienne a pour moyen et long terme pourrait être quoi? Si vous voulez, alors là maintenant, je ne parle plus comme militant ou comme intellectuel engagé, mais comme politologue. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qu'on peut aborder les livres qui ont paru. C'est ces liens qui sont compliqués, même qui sont difficilement, comment dirais-je, qui sont difficiles à verbaliser, entre l'appartenance ethnique et les blocs. Les blocs sont par exemple le bloc nordiste, c'est Noufo Malinké,
le bloc Akan avec bon, les Baoulés, les Ani, etc. Et le bloc Krou avec les BT et tout ça. Donc vous aviez un cas d'école absolument extraordinaire depuis Oufouette où à chaque bloc, puisque c'est pas une Ani mais c'est un bloc, hein, avait au fond un parti et un homme charismatique. Donc Oufouette, Bouani, puis Bélier, etc. pour les Akan et le PDC RDA. Laurent Gbagbo pour le FPI et pour l'Ouest Krou, et plus récemment, effectivement, Alassane Ouattara pour les nordistes, pour les Dioula, comme on dit chez vous. Donc, ceci dit, non seulement, évidemment, tous les gens d'un bloc ne votent pas pour un seul homme, quoique quand on voit le vote Dioula pour Alassane Ouattara, on n'en est pas loin, hein, dans certains coins. Et au contraire, Laurent Gbagbo, dernière élection, on a bien vu, c'est celui qui avait le vote le plus multi-ethnique, hein. Notamment pourquoi? Parce que la ville perturbe ses analyses en bloc. Dans une ville comme Abidjan, 5 millions d'habitants pendant la guerre, vous aviez les sociologues qui avaient montré qu'un tiers des unions matrimoniales étaient interethniques ou entre nationalités différentes, par exemple ivoiriens et béninois, etc. Donc ce tiers de la population, évidemment, il a du mal à se définir par rapport à une ethnie, un bloc. Donc il échappe quelque part aux classifications ethniques et il se définit en termes de classe. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo, c'est un pouvoir populiste au point de vue politologique, qui avait l'appui des déshérités un peu de toutes les ethnies. Mais alors ces trois blocs, ils s'allient deux par deux, selon les périodes, le Front républicain ou bien, vous voyez, les sudistes contre les nordistes, donc ça a été très mouvant. Et moi je pense qu'effectivement, l'évolution sociologique et politologique va vers une dissolution de ces blocs et une logique comme celle qui concerne la capitale, où on se définira en fonction d'une idéologie, d'un camp politique et peut-être d'un individu, par exemple, charismatique. C'est ce qui est arrivé avec des amis d'ailleurs fidèles hein, de Laurent Gbagbo, comme Alpha Condé de Guinée-Conakry ou Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Michel Ghali, merci. Merci à vous. Prêté à nos questions. Amis de Venue TV, rendez-vous pour le prochain numéro des grandes questions de l'actualité. Je vous remercie.